Bon, mais tout le monde, si tout le monde est prêt et disposé, donc nous allons peut-être en profiter pour commencer. Il y a sans doute des gens qui vont se joindre à nous au cours des prochaines minutes. Donc voilà, il me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du CRCCF à cette activité organisée dans le cadre de notre série À lire ouvert, qui est une série consacrée aux nombreuses publications, soit du CRCCF ou rattachées d'une façon ou d'une autre au CRCCF. Cette séance est consacrée donc au numéro 57, le plus récent, de la revue Francophonie d'Amérique, que tout le monde ici connaît, qui est la revue phare sur les études dans le domaine des études sur la francophonie canadienne et qui a pour thème regard sociopolitique sur l'Acadie contemporaine, un thème bien sûr porteur, toujours d'actualité, en particulier cette semaine, n'est-ce pas, à la lumière des bouleversements électoraux survenus lundi, sauf erreur, au Nouveau-Brunswick. Donc, je remercie d'emblée les collègues qui ont accepté de se prêter au jeu cet après-midi. Je vous remercie tous et toutes aussi donc d'assister à cette discussion, à cette séance qui s'annonce déjà intéressante, voire passionnante. Je vous présente à l'instant même les deux maîtres d'œuvre de ce numéro spécial de la revue Francophonie d'Amérique, en plus de la directrice en titre de la revue, Karine Gauvin, de l'Université de Moncton, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce midi. Mais j'ai nommé en particulier donc Stéphanie Chouinard et Rémi Légère, qui sont les co-directeurs du volume, qui nous font le plaisir et l'honneur de se joindre à nous qui se passe de présentation. Je pense que tout le monde aussi les connaît, mais tout de même, pour la forme, je vais dire que Stéphanie Chouinard est professeure agrégée de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada et à l'Université Queen's de Kingston. Ses recherches portent sur la francophonie canadienne, le fédéralisme, la politique judiciaire et les droits des minorités linguistiques. Elle est fellow de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Et son complice, camarade Rémi Légère, est professeur de sciences politiques de son côté à l'université Simon Fraser, à l'autre bout du pays. Donc, il est l'auteur ou le co-auteur d'une quarantaine de publications portant principalement sur les politiques linguistiques canadiennes et les minorités francophones à l'extérieur du Québec. Il a aussi été directeur de la revue Francophonie d'Amérique pendant plusieurs années, de 2017 à 2022. Stéphanie et Rémi vont nous présenter leurs collaborateurs, collaboratrices qui ont aussi pu se joindre à nous ce midi et que je remercie également. Donc, merci Stéphanie, merci Rémi de participer à cette séance, cet exercice. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Super, merci beaucoup Michel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de l'invitation et surtout, écoutez, merci au public de se joindre à cette grande messe sur l'Acadie contemporaine. Ça fait plaisir de revoir des noms et des visages qu'on connaît bien. Et ça rappelle aussi des souvenirs de la pandémie lorsqu'on enseignait à nos étudiants et qu'on voyait juste des écrans, des petits écrans noirs. Et donc, ça nous rappelle des beaux et des moins beaux souvenirs. Mais sérieux, merci d'être là pour cet événement. Pardon, cet événement à livre ouvert. Donc, une petite intro de ma part. Et comme vous savez, tout texte académique a une histoire, a une vie, a une trajectoire. Et l'histoire des textes qui sont rassemblés dans ce numéro commence en fait par le projet L'État de l'Acadie, qui est un ouvrage co-dirigé que Stéphanie partage à l'écran. Un ouvrage co-dirigé notamment par notre collègue Michel Landry et quelques autres collègues du Nouveau-Brunswick. Donc, tous les auteurs présents ont contribué un court texte de quelques pages à cet ouvrage volumineux. C'est un ouvrage de plus de 500 pages qui rassemble plus de 100 auteurs. Et cet ouvrage vise à faire un portrait global de l'Acadie contemporaine. Donc, je le disais, nous avons tous écrit des textes de quelques pages et vous le savez, quelques pages, c'est pas long. Et nous avions évidemment plus de choses à dire sur les thématiques sur lesquelles nous avons écrit dans l'état de l'Acadie. Et c'est dans ce contexte que Stéphanie et moi avons eu l'idée de proposer à quelques auteurs de développer et bonifier leurs analyses afin de faire un numéro thématique qu'on a proposé à Francophonie d'Amérique.
À ce point-ci, je tiens à dire que nous avons aujourd'hui une pensée toute spéciale pour notre particulièrement sympathique et très chaleureux collègue Carlo Lavoie, anciennement de l'Université de l'Île du Prince-Édouard. Carlo qui est décédé à l'automne 2023 à la suite d'une longue maladie, d'un cancer. Carlo devait contribuer à un texte à notre numéro thématique, un texte autour de la loi sur les services en français de la province insulaire, ce qui finalement, malheureusement, n'a pas été possible. Donc, au final, notre numéro rassemble des contributions qui portent sur le Nouveau-Brunswick, sur Terre-Neuve et Labrador et la Nouvelle-Écosse. Juste rapidement, en ce qui concerne le déroulement de l'événement aujourd'hui, Gabriel Arsenault et Michel Landry passeront en premier, car tous les deux doivent nous quitter avant la fin pour participer à une autre rencontre à Moncton. Et nous essaierons, là, si le temps le permet, de prendre quelques questions pour nos deux collègues avant qu'ils doivent nous quitter. Et dans le deuxième bloc, nous nous concentrons donc sur l'article de Stéphanie Chouinard, pardon, et le mien, encore une fois en sauvant un peu de temps à la fin pour des questions du public. Donc, sans plus tarder, je me tourne en premier vers Gabriel. Donc, Gabriel qui co-signe un texte dans le numéro avec notre collègue Roger Wallet. Gabriel et Roger, tous les deux politologues à l'Université de Moncton. Leur texte s'intitule Une analyse du vote linguistique au Nouveau-Brunswick 1908 à 2020. Et Gabriel, j'aimerais te poser une question bien simple. Est-ce qu'il y a effectivement un vote ethnique linguistique au Nouveau-Brunswick? Donc, bref, peux-tu nous présenter les grandes conclusions de votre texte? Oui, bonjour à tous. Merci Rémi pour la belle introduction. Merci à Rémi, Stéphanie et les autres d'avoir organisé cette activité. Je suis excité de parler à certaines personnes que j'ai pas vues en au moins 10 ans. Là. Je pense à Martin Normand. Bonjour Martin. Euh, euh, Rapidement, tout le monde connaît la réponse dans un sens. Hein. Oui, il y a un vote linguistique au Nouveau-Brunswick, mais c'est un vote qui devait être chiffré. OK? C'était ça notre point de départ. Euh, des études existaient déjà sur le vote linguistique jusqu'à la fin des années 90. Et la conclusion de ces recherches, c'est qu'il n'y avait plus de vote linguistique au Nouveau-Brunswick parce que francophones et anglophones votaient dans des proportions similaires pour les deux grands partis. Et c'était certainement le cas dans les années Bernard Lord en particulier. Mais ce qu'on a découvert, c'est ça la conclusion principale de notre recherche, c'est que depuis 1908, la division linguistique n'a jamais été aussi forte qu'en 2020. C'est-à-dire que c'est en 2020, entre 1908 et 2020, c'est en 2020 que dans les régions francophones homogènes, c'est-à-dire à plus de 75 francophones, le taux d'appui au Parti progressiste conservateur a été à son plus bas. Et ce sont dans les circonscriptions homogènes anglophones où l'appui au Parti libéral a été à son plus bas aussi. OK? Donc, 8 circonscriptions homogènes francophones, 22 circonscriptions homogènes anglophones. Alors, c'est ça qui était la grande trouvaille, je dirais, de l'article, qui a connu un succès médiatique étonnant. C'est la première fois que, certainement, qu'un de mes textes était cité en éditorial à l'Acadie Nouvelle et au Telegraph Journal. Donc, j'étais content pour ça. Et une petite question de suivi, Gabriel, et tu me vois venir à 100 000 à l'heure. Michel y faisait référence. Il y a eu des élections au Nouveau-Brunswick il y a à peine quelques jours. Donc, est-ce que ces élections confirment ou infirment les conclusions de votre texte? Je m'attendais à cette question qui m'avait été soumise à l'écrit. La réponse est en gros la suivante. Chez les francophones, l'élection de 2020 était historique. Elle ne l'est déjà plus parce que le rejet du Parti conservateur a été encore plus grand. Donc, dans les régions homogènes francophones, le taux d'appui est passé de 20 à 17 C'est un nouveau record. Euh, non seulement dans l'ensemble des circonscriptions majoritairement francophones, on est rendu à 17. Les libéraux ont récolté environ 65 des votes, ce qui est énorme. Euh,
C'est pas compliqué. La région la plus francophone, la circonscription, il y en a 49, là, la circonscription la plus francophone à avoir voté pour le Parti progressiste conservateur, c'est Miramichi-Est, qui compte moins de 11% de francophones. Donc, la discipline électorale des francophones a été extraordinaire en 2020. Toutes les circonscriptions à plus de 11% de francophones ont voté soit pour le Parti vert avec Megan Mitton, qui est une circonscription à 80% anglophone, là, ou libéral. Donc, aussitôt que c'était 20% de francophones et plus, là, c'était libéral automatique. Donc, chez les francophones, le vote linguistique est plus fort que jamais, mais chez les anglophones, le vote linguistique s'est affaissé à peu près complètement, là. C'est-à-dire que si on regarde dans les circonscriptions majoritairement anglophones ou homo- homogènes anglophones, le Parti progressiste conservateur a encore eu plus de suffrages que le Parti libéral, mais l'écart a fondu comme neige au soleil, là. C'est plus du tout ce que c'était en 2020. Ok? Donc, Kevin Vickers, catholique, a été très impopulaire chez les anglophones. Susan Holt, elle, a eu un succès réel là, dans les circonscriptions anglophones. Super, merci Gabriel. Ben, écoute, Steph, je te passe la parole pour quelques questions à Michel, puis ensuite, je pense qu'on aurait assez de temps pour des questions du public là, avant que Michel et Gabriel nous quittent. Parfait. Première des choses, merci Michel de nous avoir insufflé cette tentation de pousser plus loin nos réflexions par l'entremise de l'ouvrage L'État de l'Acadie. Tu nous as soumis un très bel article sur la question de la municipalisation du pouvoir sur le territoire du Nouveau-Brunswick, et ses effets sur la population acadienne et la langue française. Pour les néophytes parmi nous, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est la municipalisation et pourquoi est-ce que c'est un enjeu en particulier pour les Acadiens et les Acadiennes au Nouveau-Brunswick? Eh oui, bonjour tout le monde. D'abord, merci à vous d'avoir piloté ce numéro parce que quand on a fait l'État de l'Acadie, évidemment, on avait une grande frustration, si on peut dire, à la limite que l'éditeur posait par rapport à la longueur des textes puis à la profondeur des analyses, comme ça se voulait un ouvrage de référence un peu plus grand public. Donc, c'était tout à fait notre souhait que les personnes ayant contribué poussent les articles plus loin. Puis, à ma connaissance, vous êtes les premiers à avoir piloté un tel projet, donc c'est super. Pour ce qui est de la municipalisation du territoire, c'est un peu difficile à expliquer pour des gens de l'extérieur du Nouveau-Brunswick parce que en fait, c'est assez une anomalie là, en gouvernance locale au Canada. C'est-à-dire que depuis les années 1960 jusqu'à une très, très récente réforme municipale qui s'est faite après l'écriture de l'article, ben, ou en tout cas, oui, après l'écriture de l'article. Il y avait une très grande proportion du territoire néo-brunswickois qui peuplé, donc un territoire peuplé, mais qui n'était pas municipalisé. Donc, il y avait, avant la réforme du 1er janvier 2023, 30% de la population qui habitait des régions, ce qu'on appellerait par exemple au Québec, des régions non organisées. Au Nouveau-Brunswick, ça s'appelait des services de districts locaux. Donc, c'était des territoires qui n'avaient pas de gouvernement local, donc pas de conseil municipal pour piloter les dossiers, prendre les décisions, ni gérer les services. Les services étaient gérés par l'entremise de commissions de services régionaux ou directement le gouvernement provincial. Donc, ce qui était intéressant de constater après un règlement là, mis en place par le gouvernement Lord en 2005 qui permettait la municipalisation. Donc, c'était pas obligatoire, c'était vraiment une mesure volontaire où les populations qui habitaient dans ces zones non municipalisées pouvaient mettre en place moyennant quelques conditions, là, piloter des projets pour se municipaliser, se doter d'un conseil municipal et d'une organisation donc municipale. Ce qui était intéressant, c'est que donc, au recensement de 2006, donc ce qui est plus proche là, du règlement de 2005, 38% de la population francophone vivait donc hors municipalité, n'avait pas de gouvernement municipal. C'était 36% des anglophones. Rendu en 2016,
il y avait beaucoup de projets qui émanaient des communautés francophones, puis il y a eu une municipalisation plus grande de la population francophone que de la population anglophone. Donc, pourquoi est-ce que c'est important ou c'était important pour les francophones? Euh, de mon point de vue, c'est qu'on n'étudie pas beaucoup le palier municipal dans les études en francophonie canadienne, mais pourtant, c'est le seul palier gouvernemental, si on peut s'exprimer ainsi, où les francophones peuvent être majoritaires. Même des municipalités quasi homogènes dans le cas du Nouveau-Brunswick, puis aussi ou sinon être en proportion intéressante là, d'un point de vue de pouvoir. Puis les municipalités, dans le passé, on se disait, ah, ça gère des routes, ça gère des égouts, ça n'a rien à voir avec les langues. Mais depuis des décennies, en fait, le rôle et les fonctions des municipalités se sont grandement élargis. Puis quand on y pense, les municipalités s'occupent maintenant du développement économique, local, rural, des activités culturelles, des sports, des loisirs. Ils sont même partenaires souvent dans des processus d'immigration. Donc, les municipalités ont un grand potentiel de contribuer au développement et à l'épanouissement des francophones parce qu'elles peuvent créer des espaces de vie en français, des activités en français et réglementer aussi le paysage linguistique. Donc, ce sont en fait des institutions qui sont importantes pour les francophones en situation minoritaire et c'était important pour la population acadienne de se doter de gouvernements municipaux. Ouais, une question qui fait écho à certains débats qui ont lieu également en Ontario. On peut penser à la région de Prescott-Russell dans l'Est ou dans le nord de la province où il y a également des municipalités qui sont très majoritairement francophones ou qui ont une masse démographique francophone importante. Euh, J'aimerais maintenant t'entendre sur les politiques linguistiques, notamment en matière d'affichage dans les municipalités acadiennes. On le sait depuis la réforme municipale de Daniel Alain, il y a eu une redéfinition de ce que sont certaines municipalités en région acadienne. Je pense au cas de Beau-Soleil dans le sud-est de la province. Sur aussi la région de Bilby dans le nord-est, Beau-Rivage dans le comté de Kent, qui avaient certaines de leurs petites municipalités qui avaient des règlements sur l'affichage en français qui sont maintenant dans les limbes. Donc, quel impact est-ce que tu penses que la réforme a ou aura sur cet enjeu-là? Ou est-ce que tu penses que cette question-là s'en va dans les prochains mois, les prochaines années? En fait, il y a deux enjeux ici. Il y a la question de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick qui prescrit au seuil minimum de 20% d'une population minoritaire au sein de la municipalité, donc ça peut être anglophone comme francophone, doit donc traduire ses arrêtés, communiquer avec la population dans les deux langues officielles. Donc, on n'a pas encore les données, malheureusement. Là, j'imagine le gouvernement a peut-être une certaine idée, mais de manière précise, on les a pas encore. Mais les municipalités, elles le savent si elles ont traversé ce seuil de 20%-là. Mais il y a beaucoup aussi de municipalités qui ont traversé le seuil du 20%, des municipalités traditionnellement francophones qui fonctionnaient en français, qui ne traduisaient pas nécessairement tout ce qui doit être traduit selon la loi sur les langues officielles, mais en raison des vagues de migration qu'on connaît dans la province depuis la pandémie. Donc, il y a énormément de migration, surtout dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, mais quand même un peu partout, qui a changé la démolinguistique locale, des Ontariens notamment qui ont déménagé sans trop réaliser qu'ils allaient se retrouver dans des petits villages francophones. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, à Memramcook. Donc oui, il y avait déjà trois municipalités, Atholville, Dieppe et Kedgewick, qui avaient des arrêtés sur la langue d'affichage, puis sinon d'autres municipalités qui avaient des politiques
sur l'affichage, la langue d'affichage. Donc, c'est certainement des enjeux qui vont surgir dans les prochaines années parce que avec l'Association francophone des municipalités, les municipalités francophones sont de plus en plus sensibilisées au rôle qu'elles jouent par rapport à la langue française. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'élus et d'employés des municipalités francophones qui, grâce à ce travail-là, puis aussi justement des études comme celle-ci, qui ont été faites aussi en partenariat avec l'Association des municipalités, ont fait prendre conscience aussi de l'importance de réglementer le paysage linguistique. Merci beaucoup. Je vois qu'on a encore quelques minutes avant que Gabriel et Michel doivent nous quitter, donc j'aimerais ouvrir le plancher pour des questions du public pour nos deux collègues. Je peux me lancer. Michel, oui. J'en ai une. Merci pour ces deux interventions fort intéressantes. J'ai une question peut-être plus spécifiquement pour Gabriel. C'est toujours la question qui tue, hein. C'est la question du pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les divisions linguistiques, est-ce qu'on peut penser à des hypothèses qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi ces divisions linguistiques-là se sont accentuées plus récemment? Au moment où on parle de la dépolitisation puis de la dénationalisation de l'Acadie, alors que là, le référent linguistique, ethnique, nationalitaire, je ne sais trop comment le décrire, semble s'affirmer avec force. Qu'est-ce qui explique ça et cette tendance-là, peut-être, au cours des dernières années? Est-ce qu'on a des idées ou des hypothèses? Oui, merci pour la question peut-être moins assassine qu'elle ne paraît, parce que j'ai une source qui fournit plusieurs pistes pour répondre à la question. Cette source, c'est un chapitre à paraître écrit par Rémi Légère et Stéphanie Chouinard, Oh, qui s'intéresse à toute la question là, des enjeux linguistiques au Nouveau-Brunswick sous le gouvernement Higgs, et tout y est. OK? Sur le plan symbolique, Higgs, dès le début, dès son élection, euh, bon, puisqu'on est juste entre nous, je peux vous partager une anecdote. Ça, c'est pas dans le chapitre de Rémi et Stéphanie, qui est lui plus scientifique, mais euh, Higgs était mal intentionné envers les francophones depuis le départ, depuis septembre 2018. Les francophones s'en sont évidemment rendus compte, mais je vais vous raconter une petite anecdote qui illustre cette mauvaise intention-là d'emblée. Euh, Au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un peu là, de drame là, sur qui allait former le gouvernement en 2018. OK? Galland voulait s'accrocher au pouvoir parce que c'était la première fois qu'on avait un gouvernement minoritaire en comme 100 ans au Nouveau-Brunswick. Euh, Puis à ce moment-là, Higgs avait songé demander à People's Alliance une alliance vraiment formelle, comme une coalition, un gouvernement de coalition. Et le chef de cabinet de Higgs à l'époque, c'était Louis Légère. Et Louis a dit, non, non, regarde, ça, là, pour les francophones, on peut pas faire ça. People's Alliance, ça a raison d'être. C'est d'ailleurs moins le cas aujourd'hui, je pense, mais certainement en 2018, sa raison d'être, c'était une critique du bilinguisme officiel. Donc, ça serait une gifle là, envers les francophones. Alors, Louis a dit carrément, écoute, si tu vas de l'avant avec cette coalition-là, moi, je résigne. Higgs n'a pas hésité à dire, on va de l'avant. Puis finalement, c'est Chris Austin qui pensait que c'était une mauvaise idée de faire une coalition officielle, mais ça donne le ton, là. Higgs a ensuite nommé Chris Austin, ça c'est raconté dans le chapitre là, de Stéphanie et Rémi, au comité sur la revision des langues officielles. Sur le plan symbolique, c'est difficile là, de poser un geste plus hostile que celui-là, là. Je pourrais élaborer, mais je vous inviterai à lire le chapitre une fois qu'il sortira. merci. Pas du tout incestueux. Notre affaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Gabriel et Michel avant qu'on doive les laisser aller?
Stéphanie, j'aimerais juste dire à Gabriel que ces actions-là sont pas juste symboliques, tu sais. Je suis sûre que Rémi et Stéphanie en parlent dans leur chapitre, là, mais tu sais, oui, la symbolique, elle est forte, mais euh, dans le concret, ça a des conséquences aussi pas mal grandes, là. Absolument. Je nuancerais seulement en disant que Higgs n'a pas réussi là, à faire ce qu'il voulait faire, tu sais, en partie parce que l'égalité des communautés linguistiques est inscrite jusque dans la Constitution canadienne maintenant. Donc, il y avait les mains liées. Euh, Sans ces protections, je ne sais pas jusqu'où il aurait été, mais c'est certain que c'était pas, son intention, c'était pas de se limiter là, à la symbolique. Euh, mais tout ça pour dire que les francophones se sont sentis de façon justifiée euh, rejetés par le premier ministre, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas le cas même normalement. C'est assez exceptionnel ce qu'on a vécu au Nouveau-Brunswick là, depuis 2018. Euh, donc, je pense que c'est en gros, pour répondre à votre question, c'est en gros ce qui explique là, le rejet électoral unifié, en particulier dans le nord de la province. Il y en aurait peut-être une si on a le temps avant que nos invités nous quittent pour Michel, peut-être. Stéphanie a mentionné, a fait un parallèle avec la situation franco-ontarienne à certains endroits. Donc, il y a des municipalités francophones, enfin très majoritairement francophones dans le nord et dans l'est ontarien, des régions qui se dépeuplent, hein. Il y a un exode rural très important dans le nord, dans l'est ontarien, des communautés qui étaient très fortement francophones qui le sont beaucoup moins maintenant à plusieurs endroits. Et là, c'est vraiment une question de néophyte et très naïvement, je la pose. À quoi ressemble la situation en comparaison avec le Nouveau-Brunswick ou les autres provinces maritimes, sinon les autres régions acadiennes? Si on veut miser, bien entendu, sur le pouvoir municipal, dans un contexte où il y a peut-être un exode rural, comment aborder cette question-là? Comment y réfléchir? À quoi ressemble le portrait, peut-être? Oui, ben effectivement, il y a beaucoup de régions qui connaissent des déclins démographiques, là, comme toute région rurale. Mais ce qui arrive avec des déclins démographiques, c'est souvent la perte de services. Donc, les soins hospitaliers peuvent être de plus en plus loin, par exemple, ou autres services qu'on a besoin pour vivre dans ces régions rurales-là. Puis là, justement, le rôle d'un gouvernement municipal, c'est aussi de représenter sa population. Donc, ces gouvernements locaux-là deviennent, de mon point de vue, encore plus importants parce que non seulement ils représentent la population rurale qui vit des défis de population rurale, peu importe la langue, là, il y a aussi des régions rurales anglophones qui se dépeuplent, mais le gouvernement local, donc le conseil municipal, a les outils, et aussi la légitimité de parler au nom de sa population francophone. Donc, c'est un instrument quand même assez important là, pour les francophones, le gouvernement municipal, mais pourtant, c'est pas un palier, disons, qui est très souvent analysé, où il n'y a pas énormément d'études sur leur rôle, sur leur fonction, sur ce qu'ils peuvent faire, puis ne font pas aussi, parce que souvent, c'est les gouvernements locaux dans les milieux ruraux, de par le fait que ce sont souvent des bénévoles, les maires ou les mairesses sont à temps partiel, souvent ne réalisent pas aussi leur rôle ou leur capacité là, dans la promotion ou la protection de la communauté linguistique comme telle. Fait, ce que j'aurais à dire sur sur ce point-là. Mais c'est Merci. vrai en Ontario, c'est vrai pour des plus petites municipalités, dans d'autres provinces aussi, où peut-être les francophones ne sont pas majoritaires, mais qui représentent un poids démographique important. Localement, ils ont plus de pouvoir qu'ils n'en auront jamais au palier provincial. Merci. Un gros merci, Michel et Gabriel. Je crois que vous devez nous quitter. On veut pas que vous soyez en retard pour vos prochaines réunions. Donc, un gros merci de vous être joints à nous cet après-midi. Puis, au plaisir de vous revoir bientôt. Merci pour Merci à vous. l'invitation. Salut.
OK, donc on se tournerait maintenant vers le troisième article du numéro qui porte sur la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve et Labrador, donc signé par Stéphanie. D'abord, Stéphanie, merci et bravo parce que de la littérature récente sur la communauté francophone de Terre-Neuve et Labrador, on n'en a pas beaucoup. Je pense à des textes des années 80, début des années 90, mais sinon, là, on n'avait pas vraiment, à ce que je cherche, en tout cas, de textes récents, d'actualité sur la communauté francophone là-bas, à l'autre bout du pays. Donc, et dans ton texte, super fascinant, tu dis que la communauté francophone de Terre-Neuve et Labrador reproduit les mêmes dynamiques internes que la majorité anglophone de la province. Et donc, pour des néophytes, et je pense qu'on l'est tous, sauf toi et Valérie, peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire dans le contexte de Terre-Neuve et Labrador? Ouais, donc c'était un projet que je nourrissais et que je chérissais depuis longtemps de me pencher d'un point de vue plus intellectuel sur la province qui m'a vu grandir et sur les communautés francophones. Puis ça a été une superbe occasion de finalement prendre cette balle-là au bon. Il y a de nombreux travaux qui portent sur la culture politique à Terre-Neuve et Labrador, en particulier ceux de Valérie Vizina, notre autre collègue Carlo Basta, qui est maintenant à l'Université d'Édimbourg, qui porte sur ce qu'on appelle le nationalisme interne ou le nationalisme insulaire à Terre-Neuve. Et tout le monde connaît un petit peu ce dont il en retourne. On peut penser à des figures politiques comme un Danny Williams, par exemple, ou un peu plus reculé dans le temps, Joey Smallwood, qui ont eu des voix très fortes sur la scène politique canadienne, qui faisaient écho à un certain rapport de centre-périphérie. C'est-à-dire du rapport très tendu que la province de Terre-Neuve et Labrador a eu historiquement avec Ottawa. Et il y a des raisons économiques, il y a des raisons historiques pour ça. Cette année, on célèbre le 75e anniversaire de l'entrée de Terre-Neuve et Labrador en Confédération. C'est la dernière province à être entrée en Confédération. Puis encore aujourd'hui, à l'exception du Québec pour des raisons bien particulières, les Terre-Neuviens et Labradoriens sont la population qui ont le rapport le plus ténu avec Ottawa de toute la Fédération canadienne. Donc, il y a ce rapport-là, centre-périphérie, qu'on retrouve dans le nationalisme interne de Terre-Neuve et Labrador, mais ce même pattern-là, on le retrouve à l'intérieur même de la province, entre la capitale, Saint John's, et les régions rurales. Et là, je les distingue dans la littérature entre ce qu'on appelle the Baymen, donc les petits hameaux, les petits villages autour de l'île qui, historiquement, étaient des hameaux de pêcheurs et qui ont vécu un certain nombre de traumatismes, notamment avec le moratoire sur la pêche à la morue, etc., qui a eu lieu au début des années 90. Valérie nous donne des chiffres ici. Un Terre-Neuvien sur deux s'identifie d'abord comme tel, un pourcentage qui ressemble à celui du Québec. Donc, la fameuse question Moreno qu'on appelle. Donc, est-ce qu'on se sent plus rattaché à notre identité provinciale que l'identité fédérale ou vice-versa? Donc, voilà les données les plus récentes sur la chose. Les insulaires autour de l'île en premier lieu, mais également le Labrador, qui est vraiment une petite mine d'or de ce point-là, et je garde ça dans ma tête pour de futures études. Donc, le rapport très problématique que les Labradoriens ont avec leur propre province, qui est très riche en matières premières notamment et évidemment en ressources hydroélectriques, mais qui a un sentiment que on ne leur renvoie pas toujours la monnaie de leur pièce du point de vue de Saint John's. Donc il y a cet enjeu-là qui est très présent dans la culture politique majoritaire qui, d'une part, ignore complètement, fait obsolescence du fait qu'il y a une communauté francophone qui est la plus vieille communauté francophone en Amérique du Nord et dans la littérature sur l'histoire de la province. On en parle au grand mot comme d'une note de bas de page. Ah, il y a eu des Français ici. Maintenant, il n'y en a plus. C'est un fait historique. On passe à la prochaine histoire.
alors qu'il y a des communautés francophones qui demeurent, qui sont très fragiles. Par ailleurs, on parle d'une communauté d'environ 3500 habitants là, partout dans la province, donc de très petites communautés, mais qui néanmoins sont présentes et ont une intention de demeurer dans la province. Donc, il y a cette absence-là d'un discours sur la présence française contemporaine à Terre-Neuve-et-Labrador qui manque du discours nationaliste majoritaire, mais qui, ironiquement, dans ses propres rapports, ces communautés francophones-là reprennent les tensions centre-périphérie. Donc, il y a un parallèle que j'ai trouvé fascinant là. Les trois communautés francophones, celles qu'on retrouve autour de la capitale Saint John's, celles qu'on retrouve sur la côte ouest de Terre-Neuve, qui ce qu'on appelle souvent les premiers Terre-Neuviens français, donc autour de la péninsule de Port-au-Port, le Cap-Saint-Georges, communauté ancrée historiquement depuis maintenant plus de 200 ans, qui est surtout de descendance bretonne, et finalement la communauté francophone de l'ouest du Labrador, qui est beaucoup plus récente, évidemment, qui est arrivée avec les développements économiques, les mines, etc., ainsi que la base militaire de Goose Bay, où là, on a une population qui est beaucoup plus transitoire. Ce sont des gens qui sont dans les forces armées, qui sont postés là pendant 3 ans et souvent qui repartent par la suite, mais où on retrouve cette dynamique-là du rapport centre-périphérie. Donc, évidemment, la communauté de Saint John's, qui est beaucoup plus cosmopolite, des gens qui soit travaillent pour la fonction publique, pour le ministère des Pêches fédéral, ou encore qui sont dans le milieu de l'éducation par rapport à la communauté francophone de Saint John's qui, d'un point de vue socio-économique, pour un paquet de raisons, est beaucoup moins avantagée. Et les Franco-Labradoriens qui, comme les Labradoriens en règle générale, se sentent largement oubliés par le reste de la province. Donc, j'ai tenté un peu de faire le ménage dans tout ça et au passage de parler des différentes institutions qui parfois rallient les trois communautés francophones, mais qui les divisent sur cette même base géographique-là, ce qui nourrit dans un certain sens les velléités interrégionales, là. Super, merci. Et peut-être rapidement, on apprend aussi en lisant ton texte que le Conseil scolaire francophone, j'ai l'impression, j'ai le goût de dire, comme le reste des conseils scolaires francophones au pays, le Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve est ben, devant la Cour, a dû intenter une poursuite pour le plein respect des droits à l'éducation garantis à l'article 23 de la Charte. Donc, mais il y a une particularité, c'est que ça apporte en fait sur la gestion des fonds. Fait que pourrais-tu nous en dire un mot parce que ça me semble, comme poursuite juridique, ça me semble assez unique. Ouais, bon, chaque province a une entente bilatérale avec le gouvernement fédéral pour financer l'éducation en français. Et ces ententes bilatérales-là ont des sous-poches d'argent pour différents aspects, soit les écoles homogènes francophones et ensuite pour le soutien au programme d'immersion pour les enfants de la majorité. Et dans le cas de Terre-Neuve, l'enjeu qui se présente depuis de nombreuses années, maintenant le conseil scolaire a les preuves à l'appui, c'est qu'il y a eu un détournement de fonds de la part du gouvernement provincial vers les écoles de la majorité, non seulement d'une part pour financer les programmes d'immersion, mais simplement pour mettre de l'argent supplémentaire dans le financement de base du système scolaire provincial au détriment des enfants de la minorité qui, finalement, ne reçoivent pas la part de ces ententes bilatérales-là auxquelles ils auraient droit. Et ça, c'est un problème qui se retrouve effectivement ailleurs, mais nulle part ailleurs que dans la province est-ce aussi grave que le détournement de fonds allégué. Encore une fois, il n'y a rien qui a été... ce problème-là qui se présente devant les tribunaux, ça n'est pas terminé. Il y a pas de décision du tribunal. Mais c'est cet enjeu-là du fait que, il y a un manque de transparence et un manque de reddition de comptes de la part du gouvernement provincial dans l'utilisation qui est faite de ce financement-là. Et ça vient
faire écho à des demandes qu'on entend depuis de nombreuses années de la part des communautés francophones pour ce qui a trait à justement cette fameuse reddition de comptes-là, quand il y a des transferts fédéraux vers les provinces pour soutenir les minorités de langue officielle. Ça se voit dans le domaine de l'éducation, mais l'éducation n'est certainement pas le seul domaine où on a ce genre de phénomène-là qui est franchement assez grave. Super, merci beaucoup. Ben, on sauverait peut-être les questions pour la fin, s'il y en a. Donc, c'est à moi de te poser des questions. Je sais, c'est un peu awkward, désolé. Donc, On fait ce qu'on peut. ouais, donc Rémi, pour ta part, tu t'es penché sur le cas néo-écossais, qui est aussi peut-être un peu moins bien connu que celui du Nouveau-Brunswick dans la littérature sur la politique en Acadie. Donc, une belle contribution ici également. Donc, ton article trace les contours de ce que tu nommes le modèle néo-écossais de la reconnaissance et de l'habilitation de la population acadienne et francophone. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que c'est ce modèle? Ouais, c'est une expression qui est peut-être à travailler, là. Il faut vraiment prendre un grand souffle avant de dire le modèle néo-écossais de nanana, ça continue. Donc, concept à retravailler en termes de formulation. Mais mon idée de départ, c'est que on a beaucoup étudié le modèle canadien, donc on a beaucoup travaillé sur comment que le Canada traite le français comme langue officielle, comment que le Canada traite les minorités francophones à l'extérieur du Québec, à la limite, comment que le Canada traite les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Et donc, on met dans le même panier les anglophones du Québec avec les minorités francophones à l'extérieur du Québec. Donc, on parle beaucoup du Canada, le modèle canadien. Mais mon idée de départ, en fait, c'est qu'il y a des modèles dans les différentes provinces et dans les différents territoires. Et c'est un travail qu'on n'a pas fait, à l'exception peut-être de l'Ontario et du Québec, mais à l'extérieur de ces deux provinces et un peu le Nouveau-Brunswick même, on n'a pas étudié les modèles. Donc, le modèle manitobain de la gestion du français et de la francophonie manitobaine, le modèle albertain de la gestion du français et de la francophonie albertaine, le modèle, etc. Et donc, dans mon texte, je cherche à documenter, tracer les contours du modèle néo-écossais. Et pourquoi la Nouvelle-Écosse? Ben, comme tu disais, Stéphanie, on en connaît moins sur l'Acadie de la Nouvelle-Écosse que sur l'Acadie du Nouveau-Brunswick, par exemple. Et deux, le modèle néo-écossais est fascinant, c'est super fascinant. Il y a deux particularités en Nouvelle-Écosse qui n'existent pas ailleurs. Et donc, ce modèle, il y a trois piliers en Nouvelle-Écosse. Le premier pilier, c'est la loi sur les services en français. Donc, et ce pilier-là, il existe sous différentes formes dans les différentes provinces canadiennes. Il y a une loi sur l'épanouissement de la francophonie manitobaine, il y a une politique sur la francophonie en Alberta, etc. Donc, le premier pilier, il n'y a rien de très original, novateur. Il y a des particularités néo-écossaises, mais bref, ce premier pilier existe sous différentes formes dans les autres provinces. Mais les deux autres piliers du modèle n'existent pas ailleurs. Donc, le deuxième pilier du modèle néo-écossais, c'est ce que l'on nomme la représentation effective, ou parfois qu'on nomme les circonscriptions acadiennes protégées. Et en fait, depuis le début des années 90, lorsqu'on trace la carte électorale de la Nouvelle-Écosse, on s'assure dans les régions acadiennes de tracer les frontières des circonscriptions afin que la population acadienne représente une proportion intéressante, une proportion notable des électeurs ou des électrices. Et on le fait même si ça a pour conséquence que ces circonscriptions s'éloignent du quotient, ce que l'on nomme le quotient électoral, c'est-à-dire que même si ces populations sont plus petites, ont moins d'électeurs que la moyenne provinciale. Et on justifie la taille réduite du nombre d'électeurs d'électrices dans ces circonscriptions en disant que ces circonscriptions contribuent à la représentation politique de la population acadienne de la Nouvelle-Écosse à l'Assemblée législative à Halifax. Ces circonscriptions ne sont pas des circonscriptions ethniques, c'est-à-dire qu'elles ne garantissent pas l'élection d'un Acadien ou d'une Acadienne, mais elles s'assurent que les Acadiens et les Acadiennes ont un poids électoral important, intéressant. Et si ils et elles choisissent de voter en bloc, elles peuvent avoir une incidence directe sur
celui ou celle qui va les représenter, et aussi à mettre la pression indirectement sur les partis politiques, à se dire, ben, on va nommer un candidat ou une candidate acadien dans cette circonscription-là, vu que c'est une circonscription, il y a une proportion notable de la population. Ces circonscriptions ont toute une histoire, ils ont été abolis, ils ont été rétablis, que je ne vais pas raconter aujourd'hui, mais c'est de dire qu'il y a quelque chose de vraiment unique dans le modèle néo-écossais, qui est celui de circonscription, la façon qu'on trace la carte électorale, qui n'existe pas ailleurs, donc c'est une particularité du modèle néo-écossais. Et le troisième et dernier pilier de la Nouvelle-Écosse, qui est tout à fait unique aussi, c'est que tout récemment, la Nouvelle-Écosse a adopté une loi qui se nomme la loi sur le Conseil scolaire acadien provincial. Et donc, en gros, l'éducation en langue française, la gestion scolaire est protégée dans les protégée officiellement, formellement dans les lois, dans les différentes provinces et territoires. Pas toujours, la loi n'est pas toujours respectée à la lettre, mais ces protections sont inscrites normalement dans les lois scolaires. Et donc, on a révisé la loi scolaire du Nouveau-Brunswick afin de protéger la gestion scolaire des Acadiens. On a révisé la loi scolaire ontarienne afin de protéger la gestion scolaire et les droits qui sont garantis à l'article 23. Mais dans le cas de la Nouvelle-Écosse, on a décidé d'adopter une loi qui définit le conseil scolaire acadien provincial, qui définit ses pouvoirs, qui définit ses particularités, qui définit, bref, sa spécificité. Et donc, je pense que l'on va donc plus loin dans la reconnaissance des droits à l'éducation de la population acadienne de la Nouvelle-Écosse que l'on le fait dans d'autres provinces et territoires. Donc, il y a là, bref, une autre particularité du modèle néo-écossais qui constitue le troisième pilier du modèle. Super. La province a récemment adopté une nouvelle loi sur le Conseil scolaire acadien provincial qui fait œuvre pionnière, en fait, au pays. Est-ce que tu pourras en parler un petit peu? Donc, ben, comme je le disais rapidement, donc c'est une loi, on en parle depuis la fin des années 2010, 2017, 2018 en Nouvelle-Écosse. Donc là aussi, il y a toute une histoire, pourquoi c'est venu à l'agenda politique. Mais ça a pris 5 ans et demi, mais finalement, la loi a été adoptée en 2023. Et comme j'y faisais référence il y a quelques secondes, on reconnaît la spécificité du conseil scolaire. On reconnaît son mandat linguistique, son mandat culturel. Il a un mandat de protéger et faire la promotion de l'acadianité, de l'identité acadienne et de la langue française. Et on reconnaît aussi la spécificité de son pouvoir. Et ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil à la loi et de la façon qu'elle est formulée, c'est-à-dire que normalement, la loi électorale, toute loi électorale au pays, on va dire, relève du ministre de l'Éducation. Et dans le cas de la loi scolaire, cette nouvelle loi scolaire en Nouvelle-Écosse, on dit la loi relève du ministère de l'Éducation, mais le ministère de l'Éducation, en gros, doit partager son pouvoir avec le conseil scolaire acadien, qui a des droits qui sont protégés dans la charte et par la jurisprudence canadienne. Et donc, on reconnaît finalement ce que dit l'article 23 et la jurisprudence qui porte sur l'article 23. C'est désormais documenté dans la loi provinciale. On n'a pas nécessairement besoin de faire recours à des décisions de la Cour depuis le début des années 90. Ces décisions de la Cour et les pouvoirs qui ont été confirmés par la Cour sont repris et articulés dans cette nouvelle loi scolaire en Nouvelle-Écosse. Super, un gros merci. Une loi qui est venue sur le tapis lorsque la province parlait en fait de démanteler les conseils scolaires dans toute la province. Et donc, ça fait écho à d'autres provinces qui jouent avec cette idée-là, notamment au Québec, où la communauté anglo-québécoise est un peu prise entre l'arbre et l'écorce actuellement avec le gouvernement Legault. Est-ce qu'on a des questions de la part du public? S'il n'y en a pas, Sinon, moi, on pourrait peut-être. Parce que ben, j'allais suggérer, Olivier, je ne sais pas si tu peux rapidement retrouver la page couverture du numéro et peut-être qu'on pourrait l'afficher. Mais entre-temps, je vois qu'il y a une question de Louise.
Excusez-moi. Non, non, c'est bon, on peut parler de la page couverture par après. Oui, alors voilà, donc mon micro est ouvert maintenant. Alors, je voulais vous saluer d'abord et peut-être que je veux mentionner concernant l'article que toi tu as signé, Rémi, que je salue tout particulièrement en Nouvelle-Écosse. Moi, je suis résidente de la municipalité de Clare en Nouvelle-Écosse. J'y suis depuis bon nombre d'années. Et je vais lire avec grand intérêt le chapitre que tu as signé. Je veux juste ajouter deux éléments un peu complémentaires pour les futurs écrits concernant cette étude de cas. Tout d'abord, le gouvernement de la province a décidé, suite au Congrès mondial acadien, de définir que le mois d'août serait le mois du patrimoine acadien. Alors ça, c'est un petit détail qui peut être intéressant à signaler à ce moment-ci. De même que le fait d'être la municipalité de Clare tient ses conseils municipaux de manière bilingue. Alors, il y a donc la traduction simultanée et je crois, à ma connaissance, que c'est la seule municipalité de la province. Alors, donc, Hmm. d'où ce souci d'avoir un public, de reconnaître que le public peut parler français et acadien, même si beaucoup d'échanges se font euh, en anglais aussi dans ce contexte particulier. Alors, donc, je voulais mentionner ces deux éléments additionnels, plus liés à l'expérience au quotidien lorsqu'on Hmm. est résident d'une municipalité, ou d'ailleurs au niveau de l'affichage, et ça c'est un petit détail visuel Ouais. intéressant, c'est que les panneaux, la signalisation pour l'arrêt en voiture, ce n'est pas arrêt stop, c'est stop arrêt, juste pour mentionner ce détail visuel. Hmm. Alors merci à vous, c'est très intéressant. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Louise. Gratien? Oui, d'abord, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre parler en particulier de Terre-Neuve-Labrador, dont on n'entend pas parler souvent, même si j'en ai parlé comme étant partie de la francophonie du pourtour. Et ça fait un peu moins pourtour, puis un peu plus intégration. Et merci. La question que je me pose, c'est vraiment en dehors de ce qui a été dit, que j'ai beaucoup apprécié. C'est est-ce que ce dont on parle au niveau des conseils scolaires en particulier se retrouve au niveau des services de santé? Rémi? Oui. Euh, non. Non, la loi sur les services en français offre les institutions politiques néo-écossaises doivent faire de l'offre de services en français. Dans le règlement sur les services en français, on ne parle pas d'offres actives et on n'est pas dans... En gros, de la façon que je le résume dans le texte, Gratien, c'est de dire que la langue normale reste l'anglais. Tu sais, donc c'est le français, même s'il y a une politique, même s'il y a une loi, pardon, sur les services en français, ça reste l'exception, ça reste sous une logique d'accommodement, disons. Merci. J'en aurais plusieurs, mais pour Stéphanie, pour Rémi, j'en pose une toute petite parce que le temps file à Rémi. Je suis intrigué par ce que tu nous as présenté, là, la représentation effective sur le plan électoral, si j'ai bien noté ce que tu as décrit. Euh, c'est intéressant comme mesure. J'ai du mal à concevoir que ça puisse s'appliquer ailleurs. Est-ce que c'est une mesure qui est contestée dans l'espace public en Nouvelle-Écosse, qu'on essaie de favoriser comme ça une représentation francophone acadienne à l'Assemblée législative aussi ouvertement et de manière, si j'ai bien compris, aussi décomplexée? Mm. Ben, il y a toute une histoire, évidemment, mais sur le concept ou la notion en tant que telle de représentation effective, c'est une notion qui a été qui nous vient d'une décision de la Cour suprême en 1990 dans la décision Carter.
Et dans la décision Carter de 1990, la juge en chef qui rédige la décision nous dit que l'article 3 de la Constitution qui garantit le droit de vote garantit en fait un droit à la représentation effective. Et ça, c'est une décision qui date du début des années 90. Et à ce moment-là, la Nouvelle-Écosse crée une commission indépendante de délimitation de circonscriptions pour réviser la carte électorale. Et dans le mandat de la commission, on lui demande de porter attention à la représentation effective, ce nouveau terme donc qui émane d'une décision de la Cour, et notamment la représentation effective de trois minorités historiques en Nouvelle-Écosse, la population noire, la population acadienne et la population Mi'kmaq. Dans ces consultations, la province, la communauté Mi'kmaq demande plus de temps parce qu'elle n'est pas d'accord. Il y a, de ça que je comprends, il y a certains membres de la communauté qui préféraient plutôt l'autogouvernement, l'autogestion, plutôt que d'avoir un représentant à l'Assemblée législative provinciale. Donc, la question de la représentation effective des Autochtones est mise de côté. Et en 1992, on crée trois circonscriptions dites protégées pour la population acadienne et une circonscription dite protégée pour la population noire, juste au nord de la ville d'Halifax, qui est une population historique dans la province. Donc, on va maintenir ces circonscriptions pendant 2 cycles. On va les abolir en 2012. Donc, c'est pour dire que c'est pas si décomplexé que ça. Les Acadiens devront aller en cours. Pardon. Et les circonscriptions sont effectivement réétablies à la fin des années 2010. Et maintenant, les Acadiens demandent pour une quatrième circonscription acadienne, parce qu'il y a 4 circonscriptions historiques, il y a 4 régions historiques acadiennes en Nouvelle-Écosse. Et la quatrième, qui est celle de Chéticamp, sur l'île du Cap-Breton, n'a pas sa propre circonscription. Et donc, les Acadiens acadiennes de Chéticamp demandent le même niveau de représentation effective que les électeurs des 3 autres régions acadiennes. Est-ce que ça pourrait exister ailleurs? Le concept a été repris pour protéger la circonscription d'Évangeline à l'île du Prince-Édouard. Récemment, au Nouveau-Brunswick, on a mobilisé le concept pour protéger une circonscription acadienne dans le sud-est, où on voulait couper en deux la communauté de Cap-Pelé, qui en l'occurrence est mon village natal. Et donc, on a mobilisé le concept de représentation effective pour protéger cette circonscription. On l'utilise dans le nord de l'Ontario pour les populations autochtones et francophones aussi. Il y a une commission en 2010 qui visait la représentation effective des Ontariens du Nord à l'Assemblée législative provinciale. Donc, c'est un concept qui a une certaine histoire, pas particulièrement en francophonie, mais un peu en francophonie aussi. Il y a aussi l'arrêt de la Cour fédérale, l'arrêt Reich de 2005 pour protéger la circonscription fédérale d'Acadie-Bathurst. C'est bien. Merci beaucoup à vous deux. On a tous été, peut-être un petit mot très pour terminer, on a tous été, je pense, en tout cas, je vais parler pour moi et pour les gens qui m'entourent ici, intrigués par l'image qui a été retenue là, pour la page couverture de votre volume. Je crois qu'on l'a montré il y a un instant. Est-ce qu'on peut la retrouver? Oui, est-ce qu'il y a un commentaire à faire sur cette image et bon, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie au regard finalement du thème du volume? Ouais, donc c'est une œuvre de Mario Doucette, un, un artiste acadien de Moncton qui est très iconoclaste, un peu dans la même veine qu'un Herménégilde Civilisation, mais d'une différente génération. Cette œuvre-là s'appelle non pas Ponce Pilate, parce que ça ressemble à Ponce Pilate, mais Charles de Gaulle reçoit la délégation acadienne à l'Élysée janvier 1968, donc qui fait référence à justement l'invitation que Charles de Gaulle avait faite à la hiérarchie de la Société nationale de l'Acadie à l'époque et qui marque un peu dans l'histoire politique contemporaine en Acadie une reconnaissance du peuple acadien
à l'international qui marque évidemment aussi une période que notre collègue Joël Béliveau a appelée la Révolution tranquille acadienne, où il y a eu une prise de conscience généralisée du pouvoir politique que la communauté acadienne pouvait exercer à plusieurs égards. C'est un clin d'œil à cette époque-là qui marque un peu un renouveau dans la culture politique acadienne. Rémi, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, non, et on parle de ces quatre figures acadiennes comme des quatre mousquetaires qui débarquent à l'Élysée, qui sont reçus par le président français. Donc, comme Stéphanie le disait, c'est une reconnaissance internationale de l'Acadie, l'Acadie comme peuple francophone. Et donc, vu que notre numéro thématique portait sur la politique, la sociopolitique, ça nous semblait une œuvre porteuse pour le numéro. Puis il y a tout un aspect de l'œuvre de Mario Doucette qui se retrouve dans plusieurs de ses œuvres, pas seulement celle-là, où il parle d'une république acadienne. Donc, vous voyez les drapeaux que tiennent les soldats derrière. Donc, ça, c'est le drapeau que Mario a conçu. Il y a de la monnaie aussi qui a été conçue par Mario. Donc, ça fait partie d'une une patente un peu plus large que cette simple œuvre-là. Je vous invite à aller un peu explorer l'œuvre de Mario. C'est franchement très, très intéressant. Ça amène une belle réflexion. C'est très réussi et c'est très intriguant aussi comme image. Eh bien, écoutez, je pense que le temps s'est écoulé. Je vais vous remercier, Stéphanie, Rémi, Gabriel et Michel in absentia, donc d'avoir animé cette discussion extrêmement intéressante, passionnante, qui nous met l'eau à la bouche et qui va nous pousser à lire ce volume si ce n'est déjà fait. Donc, nous vous applaudissons probablement silencieusement ou avec nos petites icônes, pardon. Donc, merci pour votre participation encore une fois et pour donc le travail que vous avez investi dans la production avec vos collègues de ce volume. Une petite annonce communautaire avant qu'on se quitte. J'en profite donc pour faire un peu de promotion pour notre prochaine activité au CRCCF qui aura lieu le mercredi 30 octobre, donc dans un peu moins d'une semaine à 17 heures. On fête cette année, on souligne cette année le 50e anniversaire de la pièce La Vallée-Ville d'André Paiement, qui est une des pièces fondatrices du canon dramaturgique franco-ontarien, donc produite pour la première fois en 1974. Nous organisons donc une table ronde qui va réunir Lucie Hott, Joanne Melançon, Joël Beddoes, Myriam Cusson, Pierre Rodier également, qui fait une mise en scène de la pièce avec la troupe universitaire cette année. Donc, ça va se passer chez nous au CRCCF le 30 octobre à 17 heures sur Zoom également, si vous voulez donc y participer à distance. Donc, j'espère que nous pourrons compter sur votre présence. Merci encore une fois à vous tous et toutes d'avoir participé à cette séance et à la prochaine. Merci. Merci à toi, Michel.